Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Pendant le mois d'août, je vous propose quelques hors-séries pour explorer la parentalité à l'étranger. À quel point la grossesse, l'accouchement et les premiers mois avec son enfant sont-ils différents sur les 5 continents ? Pour le premier hors-série, j'ai eu le plaisir de discuter avec Charlotte, qui a eu sa fille Ella il y a 1 an en Australie. Elle nous raconte le suivi médical différent, son accouchement express en 2 heures, la solitude avec son mari de ne toujours pas avoir pu présenter leur fille à leur famille en France, et le rythme d'une famille avec un enfant en bas âge à Sydney. Bonjour Charlotte. Salut Clémence. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast, à distance malheureusement, à l'autre bout de la planète, donc tôt pour moi et tard pour toi. C'est ça. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, malgré le confinement actuel, qui est assez, je pense qu'on est la seule ville du monde à être confinée actuellement, 1 an après tout le monde. Ah ouais. Tout va bien. Donc tu habites à Sydney, c'est ça ? J'habite à Sydney depuis 4 ans maintenant. On a quitté Paris il y a quasiment 8 ans. On est d'abord allé à Hong Kong 4 ans et voilà, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on est à Sydney. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, présenter ta famille ? Ouais, donc je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans. Ma famille est composée de Bastien, avec qui je suis en couple depuis quasiment 12 ans maintenant. Et notre petite fille Ella, qui est née il y a 11 mois. Super. Et donc, vous avez déménagé il y a 8 ans de France. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à l'étranger ? On a tous les deux passé toute notre vie à Paris et je pense qu'ensemble, on a eu chacun des opportunités professionnelles d'aller en Asie. On a fait le choix de Hong Kong suite au fait que beaucoup d'amis y étaient installés, tous les deux une super opportunité professionnelle, donc on s'est dit que on serait aussi heureux à Hong Kong qu'à Paris. On a adoré l'expérience à Hong Kong. Je pense qu'au moment de notre vie où on était juste tous les deux en couple, c'était parfait. Mais voilà, super intense, boulot super intense, vie sociale super intense. Et le moment où l'opportunité s'est présentée, opportunité professionnelle aussi pour nous deux, d'aller en Australie, on n'a vraiment pas hésité une seconde et on s'est dit que voilà, c'était le bon moment de notre vie pour changer de lifestyle. Comment est-ce que tu as appris ta grossesse ? Est-ce que c'était classique ou est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Écoute, j'ai décidé, donc il y a 1 an, quasiment 2 ans maintenant, d'enlever mon implant contraceptif que j'avais remis plusieurs fois depuis 10 ans. Donc c'est vrai que quand je l'ai enlevé, on m'a dit voilà, ça peut prendre un peu de temps avant de tomber enceinte. En général, c'est entre 6 mois et 1 an. Donc je l'ai enlevé. Je me suis pas trop posé de questions. On regardait rapidement les jours de fertilité, mais sans trop se prendre la tête. Mes règles n'étaient pas du tout régulières, donc il n'y avait pas vraiment de signes à suivre de près. Et c'est après, alors c'est marrant ou pas, mais après un gros événement de boulot où je me suis couchée très tard, que le lendemain je me sentais mais vraiment très 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 mal. Ça a duré encore le surlendemain et le lundi j'ai fait un test de grossesse, mais vraiment en me disant bon, il faut bien que je trouve une explication à cet état qui était positif. J'y croyais absolument pas parce que c'était vraiment le premier cycle finalement après avoir enlevé mon implant. Et prise de sang quelques jours après. Honnêtement, même en voyant le résultat positif de la prise de sang, on n'arrivait toujours pas à y croire. Et j'étais déjà le niveau, je sais plus comment ça s'appelle, mais le niveau qui check dans ton sang pour savoir depuis combien de temps t'es enceinte,
Oui. disait entre 6 et 7 semaines. Donc Ah oui. plutôt avancé finalement. Ouais. Et en fait, au niveau du suivi en Australie, la première étape est le dating scan, où il te donne exactement ton terme, qui se fait autour de 10 semaines. Donc en fait, c'est allé super vite entre le moment où j'ai appris que j'étais enceinte et où tout le suivi médical a commencé. Donc, dating scan, c'est une échographie, c'est ça? Ouais, c'est une échographie Ok. où vraiment c'est la mesure du fœtus et qui te donne une date très très précise de terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Australie, le terme est calculé à 40 semaines, alors que c'est 41 semaines en France. Oui. Euh, Personne n'a vraiment su m'expliquer pourquoi. Mais en Australie, c'est 40 semaines. Et voilà, donc on m'a donné ma due date qui était le 14 août. D'accord. Donc première étape, et il y a aussi une possibilité en Australie de faire un test génétique qui s'appelle le NIPT, donc je ne sais pas quel est l'équivalent en France. Je crois qu'en France, tu ne peux faire ce test que s'il y a des risques d'autisme d'autisme et de trisomie dans ta famille. En Australie, tout le monde peut le faire. Donc c'est une prise de sang et ils arrivent à extraire l'ADN de ton bébé de ton sang. Et donc tester toutes les maladies génétiques potentielles et également te donner le sexe du coup. Donc on a su le sexe très tôt, à 10 semaines avec ce test génétique. D'accord. Et vous avez su que c'était une petite fille. Et on avait su que c'était une petite fille, ouais. Comment ça s'est passé pour l'annonce au boulot? Est-ce que tu l'as fait à la fin des 3 mois un peu réglementaire comme on fait en France, ou est-ce que tu as fait avant, après? Je l'ai fait après. Je l'ai fait après. Je pense que je ressentais pas du tout le besoin de partager ma grossesse avec les gens du bureau. Je sais pas si je voulais le garder pour moi. Euh, J'avais un peu le stress. Je pense que il y a quand même beaucoup d'histoires compliquées autour des grossesses et je voulais globalement attendre le plus tard possible pour le dire. Donc je l'ai plutôt dit autour de 4 mois et demi. J'arrivais à m'habiller, ça se voyait pas. Ça a aussi été le début du Covid où on a travaillé de la maison de plus en plus, donc finalement assez facile de le cacher entre guillemets. Donc je l'ai annoncé. Écoute, ça a été très bien accepté. Je pense que globalement, culturellement en Australie, c'est vraiment des gens super positif. Enfin, c'est vraiment pas un problème. Moi, surtout, ça fait 3 ans que je suis ici. Ça faisait 3 ans qu'on était ici, 3 ans que j'étais sur mon poste, donc c'était pas un moment qui aurait été particulièrement embêtant ou inattendu pour eux. Donc non, non, très bien passé. Et ensuite, on s'est retrouvé dans un vrai confinement, ce qui a été vraiment confortable pour moi parce que j'ai passé quasiment la moitié de ma grossesse à travailler de la maison. Ah oui. Donc je pense que ça a beaucoup aidé mon état général. J'ai jamais atteint un niveau de fatigue terrible parce que voilà, j'avais pas les transports, j'avais pas à m'habiller. Si vraiment j'avais un gros coup de barre l'après-midi, je pouvais faire une sieste de 20 minutes, c'était pas du tout un problème. Donc non, assez ouais, grateful d'avoir eu cette grossesse-là. Et c'est vrai que je me suis beaucoup dit, ce sera très différent pour la prochaine, parce que je pense que je n'aurai plus jamais ce cadre et ce confort que j'ai eu pendant la première grossesse. Ah oui. Donc tu es arrivée très reposée au mois de l'accouchement. Je suis arrivée ouais, très reposée, j'étais vraiment en forme. Euh, et je suis arrivée aux 40 semaines, donc au terme, sans qu'il se soit passé grand-chose. Donc j'étais toujours en forme. Je me suis arrêtée de travailler 2 semaines avant le terme. Et en D'accord. Australie, pour le suivi est assez light. Le système de suivi est ce qu'ils appellent shared care entre un généraliste et une sage-femme. Donc il n'y a pas d'obstétricien, à part si tu décides d'aller dans le système privé, ce qu'on n'a pas fait. Donc globalement, il y a 3 rendez-vous seulement à l'hôpital avec une sage-femme à 20 semaines, 34 semaines et 40 semaines. Donc Ah oui. tard. Et ensuite, c'est ponctué de quelques rendez-vous chez ton généraliste. Donc, si la grossesse se passe bien, globalement, le suivi est plutôt light. Mais en effet, quand tu arrives aux 40 semaines, voilà, on commence à se poser des questions et à se demander ce qu'on va faire une fois que le terme est passé. Donc, pour moi, aucun signe annonciateur. Et
ils t'annoncent en fait à 40 semaines qu'on te laisse aller jusqu'à 40 plus 9 avant de te déclencher. Pas du tout envie de me faire déclencher. Donc, j'ai passé la dernière... À partir de quelques jours avant le terme, j'ai tout fait. Donc, acupuncture, manger épicé. J'ai fait des massages qui sont censés des labor-inducing massages qui sont censés déclencher l'accouchement. Tout. Les tisanes à la fleur de framboisier. Enfin, tout. Et surtout, ce à quoi je croyais le plus, j'ai beaucoup marché. Donc, je marchais 10 km tous les matins. Et je faisais une sieste l'après-midi en me disant, déjà fatiguée, j'ai pris 15 kilos quand même pendant la grossesse, donc la marche, on sent la différence. Et donc je faisais une grosse sieste l'après-midi en me disant, au cas où le travail commence le soir, j'aurais quand même un peu de sommeil dans les pattes. Ouais. Et donc bref, la 40e semaine passe. Donc j'étais à 41 semaines, c'était le vendredi, et j'allais donc me faire déclencher le dimanche soir pour accoucher le lundi matin. Donc on était proche du déclenchement. Ma journée du vendredi se passe pareil, je marche avec une amie, je rentre, je fais ma sieste, je me réveille. Je me dis que c'est pas pour aujourd'hui, donc je sors faire des courses juste à côté de la maison pour le dîner. Et là, au supermarché, qui était vraiment à 5 minutes à pied, j'ai une contraction, ou en tout cas la première douleur qui m'était inconnue. Donc je me souviens d'appeler Bastien, de lui dire bon, ça commence, pas de stress. On m'avait beaucoup dit que voilà, ça dure longtemps, le travail est long. Je me souvenais, on a fait des cours prénataux organisés par la maternité. Et voilà, vraiment, on te dit ne vous excitez pas trop vite quand ça commence. Il y en a pour 12 à 24 heures. Donc voilà, Bastien me dit ok, bon, je rentre. Donc il devait être 5h30. Bastien arrive à 6h. Et là, en une demi-heure, c'est devenu insoutenable. Ah oui. Donc insoutenable. On n'arrivait même pas à timer les contractions tellement c'était soit rapproché, soit all over the place. Et donc, on a appelé la maternité, je crois, vers 6h30. Je me souviens de Bastien qui les appelle en disant je sais qu'on n'est pas censé venir aussitôt. Ils nous ont beaucoup répété si vous arrivez trop tôt, on va vous renvoyer chez vous. Ça peut faire ralentir le travail. Vraiment passer le maximum de temps à la maison. Et je me souviens donc de parler à la sage-femme. Il parle au téléphone pour voir ta respiration et pour voir comment tu gères tes contractions et arriver à savoir en fait où t'en es. Et donc là, elle me dit, bon, on va vous voir dans pas très longtemps. Prenez une douche très chaude pendant une demi-heure et venez nous voir. Donc, bonne élève, je passe une demi-heure dans la douche. Douleur terrible, j'étais sur le ballon de grossesse. Ouais, ça devenait vraiment, vraiment difficile à supporter. Je me souviens, c'est bête, mais de me dire je veux pas avoir les cheveux mouillés parce que je veux pas arriver mouillée à l'hôpital et avoir froid pendant l'accouchement. Et donc bref, j'étais super inconfortable. C'était pas top. Mais bon, je suis restée la demi-heure et on est ensuite parti. On est allé en voiture à l'hôpital qui est à 10 minutes de chez nous. Je me souviens de prendre un survêt, j'ai pas mis de soutien-gorge, un t-shirt, mettre mes Birkenstock alors que c'était le milieu de l'hiver et partir. Donc Bastien conduit, je sais pas comment il a fait honnêtement, j'étais dans un état comme dans les films. Et on arrive à la maternité, donc tout était prêt comme on les avait appelés, le dossier était prêt. Je suis tout de suite allée dans une chambre, j'ai demandé une péridurale en disant que j'en pouvais plus. Et donc, elle m'a dit, OK, je vous examine juste avant d'appeler l'anesthésiste. Et là, elle m'a dit, vous êtes à 9h30, vous allez accoucher dans 30 minutes. Et là, il était quelle heure ? Il était 19h30, 2 heures après la toute première contraction. Ah oui, c'est express. C'est très rapide. Donc, ça a été un gros choc, honnêtement. Je m'attendais pas du tout à en être à ce stade. J'ai pleuré en me disant, mais comment je vais faire pour accoucher sans péridurale. Et la fille m'a dit, honnêtement, vous avez fait le plus dur. Dans une demi-heure, vous allez rencontrer votre bébé, quoi. Wow. Donc, vraiment pas, je sais qu'on nous a beaucoup dit ici, il faut avoir un projet d'accouchement, un projet de naissance. Mais il faut aussi être autant prêt à ce que ça se passe différemment. Et c'est vrai que j'avais plutôt anticipé toutes les possibilités, mais pas celle-là.
Donc un peu sous le choc, du coup beaucoup trop tard pour la péridurale. Ce qu'ils donnent ici en Australie, c'est juste du gaz dans lequel tu respires et en fait qui te met un peu dans les vapes. Donc je me suis beaucoup servi du gaz jusqu'à avoir un peu la tête qui tourne, etc. Et puis voilà, 30 minutes après, elle m'a dit c'est bon, vous pouvez pousser. Et voilà, ça allait. Je pense qu'il y a eu 20 minutes quand même. À la fin, petit stress où le rythme cardiaque a commencé à baisser un peu trop. Donc elle m'a fait une épisio et voilà. Et là, elle est née à 20h25. Ah ouais. Donc 3 heures après. Donc un peu, ouais, complètement inattendu, un peu bouleversant parce que finalement ça va tellement vite que t'as à peine le temps de process que voilà, l'accouchement est fini, que ton bébé est né. Donc voilà, ils m'ont mis sur moi. En Australie, c'est vraiment la norme d'avoir ton bébé en peau à peau, de le garder avec toi, de faire une tétée d'accueil. Et les sages-femmes sont parties, donc on fait tous les tests, ACPAR, le poids, la taille, etc. Et ensuite te laissent. Donc elles partent. Donc il y a une sage-femme qui m'a accouchée et une qui observait, mais je pense que finalement il y aurait pu en avoir qu'une. Donc encore une fois, très peu médicalisée finalement. C'est vrai que c'était très calme, une seule personne qui est avec toi. Euh, voilà, elles sont parties. Donc c'est vrai que là, on a un peu eu le temps de se poser et de réaliser ce qui s'était passé. Ah ouais. Là, vous étiez en salle d'accouchement encore? On était en salle d'accouchement. On est resté dans la salle d'accouchement, mais c'est marrant, on avait fait notre valise avec de la musique, avec des oreillers. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la valise avant que j'ai fini d'accoucher, quoi. Et, euh, et voilà, donc ils nous ont laissés. Puis super. J'ai vraiment apprécié avoir ce moment tous les trois avant d'être transférés dans la chambre d'après. Euh, Avant de partir, moi, elles m'ont recousu. Je me souviens même pas de ce moment, en fait. T'es tellement dans ta bulle avec ton mec et ton bébé. Donc, on est resté là. Peut-être, je pense qu'elles sont parties 1 heure. Et voilà, puis ça y est, c'était le début de la nouvelle aventure. Donc j'ai pu prendre une douche rapidement. Ça allait, mais j'étais vraiment, ouais, j'étais complètement sonnée que ce soit allé aussi vite, vraiment. Et donc là, elle était là. Elle a dormi au début. Écoute, Comment ça s'est passé? donc je l'ai gardé sur moi en peau à peau pendant 1 heure, je pense. Ensuite, Bastien l'a pris pendant que je suis allée me doucher. Donc c'était super de les voir tous les deux. On nous avait beaucoup dit aussi que le peau à peau était important pour le père, aussi important finalement que pour la mère. Euh, et non, c'était génial. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ces premiers moments, tu vois, on s'est dit, on l'annonce pas tout de suite à la famille, on garde vraiment ces premières heures juste pour nous, pour s'imprégner de toutes ces émotions et de ces moments. Donc non, super, super émouvant évidemment. Euh, Même si moi, c'est vrai que j'ai pas eu je dirais pas le coup de foudre, mais en fait tellement étonnée que ce soit allé aussi vite que je pense que j'ai eu besoin de la journée, de la première nuit, de la première journée pour pouvoir un peu plus s'apprivoiser et que tout aille un peu moins vite. Donc on a été transférés. Ensuite, les sages-femmes sont revenues. On a été transférés dans la chambre donc vers minuit. Et donc on a accouché dans le public. Donc Bastien ne pouvait pas rester la nuit, ce qui a été un gros déchirement pour moi. Donc on avait une chambre seule, donc juste elle et moi. Et encore une fois, pas très médicalisée en Australie. Finalement, on te laisse pas mal toute seule. Donc je me souviens qu'on arrivait dans la chambre et puis elles m'ont dit, bah voilà, bonne nuit. Donc la première nuit, écoute, donc Bastien est parti tard. Je pense que j'ai pas dormi, tu vois. Je la regardais complètement, voilà, découvrir ce petit être juste à côté. Et j'ai encore trouvé comme l'accouchement que c'était très calme. Le fait de pas avoir de visite comme notre famille était en France et que de toute façon, avec le Covid, les visites étaient interdites. Donc voilà, très calme. Ella était très calme la première nuit. Je la gardais beaucoup sur moi aussi. Et
Non, donc la première nuit plutôt paisible et j'en ai un souvenir très très doux. Ça a été beaucoup plus compliqué la deuxième. La Où, fameuse. la fameuse. Et c'est marrant parce que j'ai le souvenir de mon lit, de voir, il y avait une petite affiche qui parlait, bon, je sais plus quel était le terme, mais qui disait la deuxième nuit est horrible et c'est normal. Donc là, ça a été compliqué parce que donc j'ai allaité. Et en fait, au début, j'ai trouvé ça très dur et c'était dur enfin, personne ne peut vraiment savoir combien ton bébé boit. Et est-ce que ton bébé boit bien et comme c'est notre premier enfant, je pense que les sensations physiques, tu sais pas vraiment ce que tu es censé ressentir quand t'allaites. Si ça fait mal, est-ce que ça veut dire qu'elle boit bien ou pas? Et du coup, les premières 24 heures, elle buvait pas très bien. Et ce qui a été un petit peu inquiétant, c'est que elle n'a pas fait pipi les premières 24 heures. Donc je savais même pas que c'était quelque chose auquel il fallait faire particulièrement attention et personne nous l'a vraiment dit. C'est juste au bout des 24 heures qu'en fait, il y a une sage-femme qui est passée, qui a regardé les rapports à chaque fois et qui s'est dit, mais attends, il n'y a pas eu une couche mouillée depuis sa naissance. C'est pas normal. Et en fait, ce qui nous a juste montré qu'elle ne buvait pas du tout assez, parce qu'il y a un rapport de input-output assez simple, et que si elle fait pas pipi, c'est qu'elle a pas bu. Donc, petit stress là, surtout parce qu'en fait, personne n'avait vraiment vérifié et fait attention pendant les premières 24 heures. Donc, ils nous ont demandé si on voulait bien lui donner du lait en poudre. Parce qu'en fait, en Australie, ils sont 100% pro-allaitement. Donc, il y a un peu un côté, tu fais quelque chose de mal si tu donnes du lait en poudre à ton nourrisson. Okay. Donc, nous, évidemment, on a dit oui parce que si ton bébé boit son biberon et qu'il ne fait pas pipi, c'est qu'il y a un plus gros problème derrière. Mais ils t'ont quand même signé une décharge pour avoir la trace que tu as bien accepté et que c'est pas quelque chose qu'on a fait derrière ton dos, quoi. D'accord. Donc là, je pense que c'est assez particulier. Ouais, c'est assez particulier que tu as un peu une pression pour allaiter. Moi, je voulais allaiter, donc je l'ai pas ressenti comme un truc négatif, mais c'est vraiment la norme. Donc, elle a bu son biberon, elle a fait pipi, et puis tout s'est bien passé, mais c'est vrai que ça a rajouté un peu de stress et que ça a surtout commencé le problème donc elle tète mal et ça ne marche pas. Donc, ils ont été super. Il y a vraiment un suivi et un encouragement pour allaiter ici. Donc, elles nous ont commencé par me donner un shield. Je sais pas trop comment t'appelles ça en français, un téton en plastique, j'imagine. Oui, des bouts de sein. Des bouts de sein, voilà. Ouais. Des bouts de sein qui ont super bien marché. Donc, je crois qu'ils conseillent d'attendre plutôt 36 à 48 heures pour pas que le bébé s'habitue en fait à avoir cette tétine quoi, en plastique. Mais ça a super bien marché pour Ella. Donc, ça a un petit peu aidé au début, mais ils conseillent de pas le garder et que ça devienne pas vraiment la norme. Donc, ils m'ont donné un tire-lait, je pense, le 3e jour. Ils conseillent aussi d'attendre en général que tu aies ta montée de lait. Mais comme Ella ne mangeait pas bien et que j'avais pas eu ma montée de lait, ils m'ont dit, bon, faisons-le, ça va le provoquer et on essaye. Donc, ça, c'était vraiment top d'avoir tout le monde autour qui donne des conseils, qui a envie que ça marche. Et donc, ils t'aidaient à la positionner aussi sur le sein ? Alors, j'avais vu une consultante en lactation pendant ma grossesse, qui est assez courant aussi à faire en Australie, que j'avais trouvé génial. Et qu'honnêtement, je conseille à tout le monde qui a envie d'allaiter, parce qu'en effet, on te montre la position, comment le bébé doit prendre le sein, qui en fait n'est pas forcément la façon naturelle dont on aurait tendance à le faire. Donc ouais, j'avais vraiment aimé ça. Et je me souviens aussi que, t'as raison, qu'à l'hôpital, ils nous montraient différentes positions. Comme elle buvait pas avec la position la plus classique, ils m'en ont montré plusieurs. Mais c'est vraiment le tire-lait qui a beaucoup aidé aussi, en fait. Je pense que finalement, de provoquer la montée de lait et d'offrir plus de lait au bébé l'aide. Mais ça a duré longtemps d'utiliser le shield, d'utiliser le tire-lait en plus. Donc finalement, à l'hôpital, ils nous ont proposé de rester... Normalement, tu peux partir au bout de 24 heures en Australie, si tout se passe bien. C'est très rapide. Très rapide. Donc, surtout même quand tu es resté 2 jours pour l'accouchement, enfin 2 heures pour l'accouchement. En fait, si t'accouches si t'accouches un jour et que t'es prêt à sortir à 10 heures, qui est l'heure de décharge, tu peux sortir dès le lendemain. Donc, ça, c'est possible. La moyenne, c'est 48 heures.
Et normalement, donc tu restes 48 heures et tu as des visites de sage-femme. Tu as 3 visites de sage-femme chez toi après l'accouchement. Étalées sur 3 semaines qui viennent voilà, voir que tout va bien et t'aider justement pour l'allaitement, etc. Ce que je trouvais top et j'avais assez hâte d'avoir ça. Sauf que pour nous, comme l'allaitement n'était pas 100% installé, elles nous ont proposé de rester une 3e et même une 4e nuit. Donc on a fini par rester 4 nuits. Et quand on est parti, voilà, on avait cette solution qui était pas top, mais j'utilisais ce shield, je tirais mon lait pour lui donner après chaque tétée ce qu'ils appellent un petit top-up, un complément de mon lait au biberon. Et elle prenait assez. Donc on est sorti en se disant bon voilà, on a ça, ça marche. C'est hyper time consuming parce que le shield, il faut le stériliser. Ensuite les bouteilles, il faut les stériliser. Elle a fini de téter. Il faut tirer mon lait, il faut le garder, ça se garde pas très longtemps. Donc, c'était pas idéal. Ce qui est top en Australie, c'est que tu peux louer des tire-laits super professionnels. Il y a une association qui s'appelle Australian Breastfeeding Association. Et en fait, il y a ce réseau de femmes qui s'aident pour l'allaitement. Et donc, l'association achète ces machines professionnelles qui coûtent, je crois que c'est 3 000 à 4 000 euros. Et tu peux les louer. Pas grand-chose, je crois que c'est 20 euros la semaine. Donc je pense que ça a été super. Ça m'a vraiment aidé d'avoir ce matériel pro. Et donc on a gardé, on a gardé cette façon de faire pendant, je dirais 4-5 semaines avant qu'Ella soit, en fait, ait la force de téter et boive assez. Donc ça a été super dur, franchement, parce que ça prend du temps, quoi. Quand ton bébé a fini de téter, d'arriver à le poser, à l'endormir, il faut pas attendre trop longtemps avant de tirer son lait, sinon c'est comme si tu stimulais une nouvelle tétée. Donc il faut vraiment le faire tout de suite. Moi, je me souviens même de même pas l'endormir après, de devoir l'occuper pendant 15, 20, 30 minutes, le temps que je puisse tirer mon lait. Donc ça a été compliqué. Très, très compliqué. En revanche, une particularité de l'Australie, je pense, c'est qu'après la naissance, tu as accès à un centre qu'ils appellent le Early Childhood Center. Je pense qu'il est similaire à un centre de la petite enfance en France. Oui, il y a les PMI enfance. PMI, ouais. Sauf que la première visite est obligatoire à 1 semaine après la naissance, où tu vas pour la peser, pour vérifier que ton bébé reprend bien son poids de naissance. Et c'est là où ils t'aident beaucoup aussi pour l'allaitement ou pour tout type de problème que tu peux avoir. Donc, ce ne sont pas des pédiatres, ce sont des infirmières. Et donc, nous, on en a une super qui nous a vraiment aidés et qui a un peu mis ce plan d'attaque en place pour l'allaitement sur plusieurs semaines. Et on s'était mis d'accord si à 6 semaines, c'était pas installé et que ça devenait vraiment trop contraignant pour moi et pour Ella qui ne prenait pas assez de poids, on arrête. Et finalement, elle m'a dit honnêtement, dans 90% des cas, ça se débloque au bout de 4, 5, 6 semaines. Et elle avait raison. Donc je suis contente qu'on soit accroché. Et écoute, après, ça a été un bonheur, une facilité à laquelle je m'attendais pas. Partout, tu peux allaiter. En plus, en Australie, c'est hyper accepté. Donc, il y a aucune gêne, tu vois, dans les restaurants, à la plage, vraiment super accepté. Et comme je te disais, il y a plus de jugement si tu donnes une bouteille, un biberon à ton nouveau-né que si tu l'allaites. Et donc ça a été super en Australie surtout, où il fait très chaud. Il n'y a pas ce stress d'hydrater assez ton bébé, puisque la composition de ton lait change en fonction de la chaleur et sera plus concentrée en eau s'il fait très chaud. Donc ça a été génial. Pas se prendre la tête sur à quelle heure elle mange, combien elle boit. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré cette légèreté autour des repas, qui a été top. Et ça a été un peu difficile pour moi le sevrage, pas au niveau de, tu vois, elle avait 6 mois, moi j'étais complètement prête à arrêter d'allaiter et c'était plus passer de cette liberté, de cette légèreté à jamais se poser aucune question autour des repas, à là se dire bon bah voilà, il faut qu'elle boive ce biberon à telle heure, si elle a pas fini son biberon, il va falloir qu'elle boive plus tard, garder le bon temps entre les biberons. J'ai été un peu perdue par tout ça, mais écoute,
maintenant, c'est bon. Et donc, dans les premières semaines, donc, tu nous as pas mal parlé de l'allaitement, du suivi plus ou moins médicalisé. Est-ce que vous avez réussi est-ce que tu as réussi à récupérer de l'accouchement physiquement? Est-ce que vous avez réussi à dormir un peu, à vous partager les tâches? Comment ça s'est passé? Alors, donc, on est resté 5 jours à l'hôpital. Je pense que le moment... donc, les nuits ont été compliquées. J'ai un peu perdu la notion du temps de ces premières nuits à l'hôpital. Bastien revenait la journée, moi je dormais la journée. Donc, j'arrivais à peu près à dormir. Quand on est rentré à la maison, comme beaucoup de personnes, elle dormait que sur nous. Donc, assez rapidement, on s'est enlevé le stress ou la culpabilité, se dire que c'était dangereux, qu'il fallait pas le faire. Et on s'est dit, tant pis, si elle dort sur nous, elle dort sur nous, et on va fonctionner comme ça jusqu'à ce qu'elle soit prête à dormir dans son berceau. Donc, pour les premières semaines, je pense que ça a duré 3-4 semaines quand même, qu'elle ne dorme que sur nous. C'est ce qu'on a fait. Donc, moi, j'arrivais à dormir aussi avec elle sur moi. Je me mettais au milieu de notre lit et puis je mettais des coussins à côté. Et donc, finalement, ça a été le fait d'accepter que ça fonctionnait pour nous et que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas et qui ne veulent pas le faire. Ça a vraiment été une libération et on a récupéré beaucoup d'heures de sommeil. Donc, on a eu évidemment grosse fatigue, mais je pense que voilà, le fait qu'on arrive aussi à dormir avec elle sur nous, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé aussi, finalement, donc énorme déchirement étant en Australie avec le Covid, que notre famille ne puisse pas venir. Je pense que voilà, on avait eu le temps de se préparer au fait qu'il ne serait pas là. On le savait, voilà, c'était installé depuis des mois. Donc on est rentré seul à la maison alors qu'il aurait dû avoir nos deux familles. Et je pense que finalement, les premiers jours, en tout cas à la maison, le fait d'être tous les deux, de pas avoir de visite, on n'a même pas eu le droit du coup à ces visites de sage-femme dont je te parlais parce qu'on est resté trop longtemps à l'hôpital. Donc il y a un moment où elle s'annule. Donc on était vraiment que tous les deux. Bastien a eu 2 semaines de congé paternité et ça nous a donné un certain confort finalement de pas avoir à s'habiller, d'avoir aucune visite, d'avoir aucune obligation. Je pense que les 2 premières semaines, on n'a même pas eu d'amis, on a été vraiment tous les deux à la maison. Moi, je m'étais beaucoup dit que je voulais respecter le mois d'or, que je voulais en faire le moins possible. Finalement, j'ai récupéré assez rapidement. Je pense que le fait de pas avoir eu de péridurale finalement et d'avoir eu un accouchement naturel m'a permis physiquement de récupérer rapidement. Donc j'ai été fatiguée, mais vraiment je me suis pas du tout malmenée, quoi. Je pense qu'un gros conseil, une erreur qu'on a fait les premiers jours et qu'on a vite rattrapé, c'était sur la bouffe et la cuisine. Donc les premiers jours, on allait chercher des takeaways, on commandait des trucs. Sauf que le temps, la petite fenêtre que tu as où ton bébé dort pendant 30 minutes et qu'en fait tu le passes à aller acheter un truc ou à commander, ça marchait pas du tout pour nous. Donc on a commandé des plats en avance à avoir à la maison. Ça m'a changé la vie et je me suis dit mais pourquoi on l'a pas fait avant? Parce qu'en fait c'est plus du tout un stress et tu manges quand t'as faim et ça prend 5 minutes. Donc le fait d'avoir organisé ça pour la nourriture et d'avoir une femme de ménage, ça nous a complètement enlevé le stress de l'état de la maison, qui est important pour moi. Je sais qu'on dit beaucoup, voilà, on s'en fout de l'état de la maison quand on a un bébé. Je sais que moi, ça joue sur mon état aussi d'être dans un environnement qui est propre et relativement rangé. Donc avec cet extra support et aucune pression qu'on s'est mis voilà, sur les visites, sur les sorties, je pense qu'on a tous les deux beaucoup récupéré les 2 premières semaines. Mais c'est vrai que les 2 semaines de congé paternité pour moi sont indispensables. Enfin, c'est vraiment je crois que c'est le jour où Bastien est retourné bosser où je me suis dit bon là, je me sens juste capable de me faire une journée toute seule. Et 2 semaines, c'est même tôt. C'est court comme congé paternité. Ouais, mais je me disais vraiment, si ça avait été un jour avant, ça aurait un peu été la panique, quoi. Ouais. Donc ensuite, voilà, au bout de 2 semaines, Bastien est retourné travailler. Et je me suis mis au rythme dès là. Donc,
Je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Elle dormait quand elle dormait le temps qu'elle dormait. Pas mettre de pression du tout sur il faut qu'on aille déjeuner à telle heure avec cette personne dehors, il faut qu'on aille me donner aucun rendez-vous. On sortait tous les jours et j'essayais de voir des copines tous les jours. J'ai eu la chance d'avoir quelques copines en congé maternité aussi. Je pense que je voyais quelqu'un tous les 2 jours, mais que je sortais pour une longue balade tous les jours. Porte-bébé, génial. Alors avec Ella, c'était le truc, elle s'endormait directement. Donc dès que je chantais à la maison que la sieste allait pas du tout se passer comme elle doit se passer, je partais en porte-bébé, j'allais marcher et elle dormait globalement le temps que je marchais. Donc non, le porte-bébé m'a énormément... Et on a attendu longtemps. Comme elle était plutôt petite, je crois qu'on a attendu 3 semaines avant de la mettre dedans. Et ça m'a changé la vie. Enfin, même à la maison, je me disais, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Et c'est marrant, tu te dis ça après, alors que ça paraît si évident. Tu vois, il était juste dans un placard à la maison. Donc le porte-bébé m'a beaucoup aidé. Et voir des gens, en fait, vraiment sortir tous les jours. J'avais une copine notamment que je voyais tous les 2 jours qui avait eu un bébé quelques mois avant. Et je pense que ça a été hyper important pour moi et que ça m'a beaucoup aidé de m'entourer de personnes qui sont passées par la même chose et de n'avoir aucun stress ou aucun remords si la journée se passe pas comme prévu, tu vois, d'annuler, de dire je peux pas venir maintenant, on peut se voir dans 2 heures. Et je pense qu'on était vraiment toutes les deux sur cette même longueur d'onde et que ça nous a complètement je dirais pas sauver notre congé maternité, mais que ça en est devenu un bonheur, voilà, d'avoir cette communauté autour. Je pense surtout avec aucune famille et aucun support, de vraiment avoir ces escapades tous les quelques jours où, voilà, en plus on a la chance d'être ici à Sydney, il faisait très beau, d'aller au bord de la plage. Il y en a une qui gardait les 2 bébés pendant que l'autre allait nager un peu. Donc ça a été top. Et voilà, encore une fois, avec cette idée de si on annule à la dernière minute, c'est pas grave, parce que voilà, on sait comment ça se passe. Donc encore une fois, le fait de pas se prendre la tête, pas s'obliger des visites, pas s'obliger des sorties, je pense que ça nous a beaucoup aidé et se caler sur le rythme d'Ella sans se mettre de pression. Je pense qu'on m'avait beaucoup dit aussi, il y a un moment où il commencera à y avoir un rythme. Et c'est vrai que ça arrive assez naturellement sans qu'on le provoque. À quel moment est-ce que tu as l'impression d'avoir compris son rythme et d'avoir saisi des horaires qui se répétaient d'un jour sur l'autre? C'est une bonne question. Parce que je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui rêvent de ça. Pour leur donner un peu de perspective. Alors donc on s'est pas du tout mis de stress dessus, donc je pense que déjà c'est le premier truc à faire. Et écoute, je dirais qu'avec Ella, ça a été au bout de 2 mois. À partir de 2 mois, on a commencé à avoir à peu près, et encore, les mêmes, je devrais pas dire ça, mais les mêmes horaires à peu près de sieste. En revanche, ça pouvait durer 30 minutes comme 3 heures. Il y a un truc auquel j'ai fait attention et auquel je fais toujours attention, qui sont les temps d'éveil. Donc, en fonction de l'âge des bébés, il y a un temps d'éveil entre 2 siestes qui est censé être optimal entre avant qu'ils arrivent à un moment de surfatigue et qu'ils deviennent hyper grumpy et fatigués. Donc, j'ai toujours suivi ça dès sa naissance. Donc, je crois que les premières semaines, le temps d'éveil, c'était 40 minutes, puis ça passe à 1 heure. Et en fait, suivre ça a fait que les moments où on la mettait dans un cadre propice à ce qu'elle s'endorme, ça marchait, que ce soit le porte-bébé ou que ce soit sur moi pour les premières semaines. Et vers 3 mois et demi, elle a commencé à se réveiller plus qu'une fois tôt le matin, donc ce que j'appelais une nuit, vers 5 heures. Et c'est le moment où on l'a mise dans sa chambre. Jusqu'à ses 3 mois et demi, 4 mois, elle dormait à côté de nous. Parce que je l'allaitais et que la nuit, en fait, c'était super pratique juste de la prendre du berceau, de l'allaiter et de la remettre dedans. Et c'est vraiment quand on l'a mis dans sa chambre qu'elle a fait ses nuits. Donc c'est marrant parce que j'étais j'appréhendais le fait de le mettre dans la chambre et de passer dans un grand lit à barreaux. Et en fait, dès qu'on l'a mis, ça a été, je pense que tout le monde en avait besoin. Et ces nuits ont commencé. Donc je dirais que les débuts d'un rythme vers 2 mois et demi, 3 mois, et puis elle... les nuits, 4 mois.
Ok. Et même, tu vois, pour les coucher le soir, on l'a jamais couché à la même heure le soir. On suit juste en fonction de l'heure à laquelle elle se réveille de sa dernière sieste. On suit ce temps d'éveil. Et quand on la couche, en général, ça tombe le moment où elle est claquée. Donc, on n'a pas trop de drame, en Ouais, général. ça marche. Tu parlais pas mal des balades, de la plage. Comment tu fais? Parce qu'on sait qu'en Australie, il y a un taux d'UV très très haut. Comment est-ce que tu fais pour balader un tout petit bébé comme ça? Est-ce que tu as des trucs? Alors, ce que j'ai fait avec Ella, c'est que, bon, on te dit de pas mettre de crème solaire à un bébé avant 1 an, ici. Je sais pas quelles sont les directions en France. Moi, j'ai commencé bien plus tôt avec Ella. Je crois qu'il y a 5-6 mois, j'ai commencé à lui mettre de l'écran total, en testant d'abord une petite partie de son corps pour voir s'il y avait pas de réaction allergique, mais en l'occurrence, il n'y en avait pas. Donc, écran total. Je lui ai acheté des espèces de combi maillot de bain, mais qui sont UV 50. Donc même si je la mettais pas dans l'eau, en fait, à chaque fois qu'on sortait, je la mettais dans dans ces petites combis parce que ça lui protégeait vraiment tout le corps. Et chapeau, évidemment, chapeau protection UV 50 aussi. Il y a des super marques en Australie qui font des chapeaux qui protègent vraiment la nuque et le visage. Donc voilà, tenue UV complète, chapeau jusqu'à ce qu'elle ait 6 mois, donc je l'allaitais, ce qui me rassurait beaucoup pour la chaleur, parce que je me souviens, on est parti 3 fois en vacances pendant que j'étais en congé maternité, plutôt au nord où il fait plus chaud, et c'est vrai que c'était un peu un stress de la déshydratation. Donc j'avais aussi des sprays, genre des sprays Evian, tu vois, Ok. d'eau minérale, et et voilà, et écoute, on n'a jamais eu de souci de elle qui a vraiment trop chaud ou qui se déshydrate, mais on a eu beaucoup de stress. Je me souviens même de nuits où dans sa chambre chez nous, il faisait 30 degrés. Ah ouais. Donc pareil, on faisait tout ce qu'on pouvait, des ventilateurs, mettre des bouteilles d'eau congelées devant des ventilateurs. Donc ouais, c'était vraiment un stress les premiers mois. Au final, il n'y a jamais eu de soucis. On checkait régulièrement la nuit. Et maintenant, je trouve qu'après les 6 mois, le bébé devient quand même un peu plus robuste et on a moins peur. Mais c'est vrai que c'est ouais, hyper important ici. Et quitte à en faire trop, je pense que moi, parfois, je la couvrais de la tête aux pieds alors qu'elle risquait pas beaucoup de prendre le soleil. Mais ouais, c'est une préoccupation importante ici. Et combien de temps a duré ton congé maternité? Alors, j'ai pris 6 mois. J'ai pris 6 mois de congé maternité. En Australie, la majorité des femmes prennent 1 an. Donc, je me souviens le jour où je l'ai annoncé à ma RH, elle m'a dit genre, ah bon, tu prends que 6 mois. Et je me souviens d'avoir été un peu... j'ai pas apprécié tu vois, cette réflexion. Moi, c'était un peu, tu prends que 6 mois. Elle m'a même dit un truc genre, tu sais que tu ne récupéreras jamais ce temps que tu ne passeras pas avec ton bébé. Donc voilà. Donc en Australie, normalement, c'est 1 an, voire plus. Donc la loi te dit que tu peux prendre jusqu'à 1 an et que ton employeur ne peut rien dire. Et tu peux même prendre 2 ans si ton employeur est d'accord. Donc des très longs congés maternité. Je pense qu'il y a 2 trucs qui l'expliquent aussi. C'est rémunéré à chaque fois? Non, pas tout. D'accord. Donc 18 semaines sont rémunérées par le gouvernement si tu es australien, ce qui n'est pas mon cas. D'accord. Et certaines entreprises payent un congé maternité, ce qui est le cas de la mienne, de 14 semaines. Ok. Donc j'ai eu 14 semaines payées et la majorité, si tu es australien, tu as 18 semaines. Le truc, c'est que la crèche coûte extrêmement cher, genre 120 € par jour, en moyenne. Par jour? Ouais, par jour. C'est pour ça que c'est important de savoir ça, pour comprendre aussi pourquoi beaucoup de femmes prennent 1 an de congé maternité. Donc ouais, 120 € par jour, globalement. Donc c'est assez... Moi, ça m'a choquée en arrivant en Australie, en venant de France, où bon, c'est dur d'avoir une place en crèche, mais une fois que tu as une place, c'est pas du tout ces tarifs exorbitants et il y a toujours des subventions, etc. Ici, il y en a aussi, mais nous, n'étant pas australiens, encore une fois, on n'a pas le droit à ces aides. Donc voilà. Donc elle a commencé la crèche à 6 mois. Et c'est globalement le seul mode de garde en Australie. Il n'y a pas tellement de nounous. En fait, le coût du travail est tellement cher que avoir une nounou à la maison te coûterait encore plus cher que la crèche.
Et puis pour nous, c'était important que, tu vois, pour moi, c'est important qu'elle soit avec d'autres enfants et d'autant plus parce que notre famille n'est pas ici, parce qu'elle n'est jamais gardée par d'autres gens que nous. C'était vraiment important pour moi que la journée, elle soit avec beaucoup d'autres personnes et avec d'autres enfants. Comment est-ce que vous gérez au quotidien le fait d'être complètement seule, loin de vos familles, et le fait de ne pas encore avoir pu la présenter? Ouais, alors c'est un déchirement. Écoute, plus on y pense, plus c'est terrible. Surtout que les perspectives dans les prochains mois sont vraiment pas top. Quand tout le Covid a commencé, ça nous paraissait, on était sûr d'être en France en été 2021. La question se posait même pas. Bon, là, je pense que ce sera plutôt été 2022. Donc écoute, ouais, c'est dur de se dire qu'elle aura 2 ans quand elle rencontrera nos familles. On essaie de pallier à ça par beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Tu vois, on a une application avec notre famille sur Google Photos où on met des photos et des vidéos tous les jours. Et puis, voilà, on fait vraiment l'effort de le faire aussi. Puis c'est devenu, je pense que pour nos familles, c'est devenu un petit rituel. Tu vois, quand ils se réveillent le matin, ils regardent quelles sont les vidéos et les photos de la veille. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Ça les aide beaucoup. Et écoute, pour nous ici, en termes d'organisation, c'est vraiment de l'organisation. Donc, on a de la chance dans ce malheur de Covid de pouvoir quand même pas mal travailler de la maison. C'est plus facile de la déposer à la crèche, de revenir à la maison. C'est pareil, on n'a peut-être pas à se préparer autant que si on allait au bureau, etc. Et on a trouvé notre rythme. Moi, je suis plutôt du matin, donc en général, c'est moi qui vais chercher là quand elle se réveille. Elle prend son biberon dans le lit avec Bastien pendant que moi, je prends ma douche et que je me prépare. Je l'emmène à la crèche et puis Bastien s'en occupe, va la chercher le soir et on marche à peu près comme ça. Donc après, c'est juste beaucoup de communication, je pense, de partage, voilà, moi ce soir-là j'ai un meeting, ce soir-là j'ai ça, et de bien tout partager. On n'a pas eu de clash jusqu'à maintenant, on a eu de la chance et je pense que le Covid aide parce que voilà, il y a moins d'activités, notre vie sociale n'est pas ce qu'elle serait en temps normal. Donc écoute, je pense que comme ça a toujours été comme ça, qu'on n'a jamais eu personne à la maison qui nous a aidés, on a juste appris à s'organiser, voilà, pas hésiter à prendre là à droite à gauche quand on a besoin. Mais non, c'est très dur de se dire que finalement tous ces moments seront jamais rattrapés avec notre famille. J'espère que vous pourrez bientôt rentrer ou au moins voyager. Là, les frontières sont fermées, c'est ça, tu me disais? Les frontières sont complètement fermées, ouais. Donc aujourd'hui, nous, on peut... Ouais, bon, c'est fermé. Si on doit sortir pour une raison tragique, et je touche du bois, mais s'il arrive quelque chose à notre famille en France, on ne peut pas revenir en Australie. Il y a énormément de gens dans notre cas actuellement en Australie. Ça commence je pense que l'opinion publique commence à se lever un peu et parler du fait que voilà, il y a tous ces enfants d'expatriés qui n'ont jamais rencontré leur famille et qu'il y a un moment où il va falloir ouvrir les frontières et apprendre à vivre avec le virus, quoi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres éléments dont tu n'as pas parlé sur ton histoire ou les spécificités de l'Australie? Je pense qu'on a fait le tour avec... ça a été une expérience et c'est encore une expérience géniale d'élever un bébé en Australie, comme je te disais, de passer son congé maternité, aller à la plage, à se faire des marches au soleil tous les jours et de passer autant de temps dans la nature. Tu vois, on sort tout le temps. Je pense que pour Ella, c'est une chance incroyable. Même pour la langue, elle va parler anglais. Elle est dans une crèche où on lui parle anglais. Nous, on lui parle français à la maison, mais je vois nos amis français autour qui ne parlent que français à leurs enfants. Leurs enfants répondent en anglais parce qu'en fait, ils apprennent plus à parler à la crèche et à l'école en anglais. Donc ça va être super pour elle et c'est pour ça que je pense qu'on va encore rester ici quelques années pour pas perdre ça. Donc, écoute, tous ces points super positifs confortent le fait d'être séparés de notre famille et de devoir attendre un peu avant les retrouvailles. Et je croise les doigts, j'espère que ça sera bientôt. Merci beaucoup Charlotte, c'était un plaisir de te reparler parce que nous on se connaît d'école mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus avec l'étranger. D'entendre ton histoire, c'était vraiment super. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Clémence. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier hors-série d'été, Des paysans, enregistré à l'autre bout du monde.
J'espère vraiment que Charlotte et Bastien pourront bientôt présenter leur fille à leur famille. À bientôt pour un nouvel hors-série de la parentalité immergée dans d'autres cultures. Bon été à tous!